Ça a été fou ce soir avec les 5 matchs au programme de cette nouvelle soirée de National League. On est avec Valentin Wirtz, Laurent Meunier et Stéphane Rochette pour vous raconter qu'il y a eu des matchs en prolongation, qu'il y a eu des rebondissements, qu'il y a eu des remontadas. Bref, on ne s'est pas ennuyé et on est là dans cette émission de débrief, dans ce backcheck pour tout vous raconter, pour avoir des réactions à chaud au terme de ces rencontres. Et il y a bien une image qui résume la soirée que vous avez peut-être vécue ou que vous allez revoir maintenant. C'est bien le renversement de situation complètement fou. La Bossard Arena, Zurich s'est imposé. Succès 7-6 dans ce match au sommet entre Zug et Zurich pour les ZSC Lions. On va y venir dans quelques minutes, mais on va commencer peut-être un petit peu plus tranquillement avec le retour au jeu ce soir du CP Berne. C'était au Tessin sur la glace du HC Lugano et ça n'a pas été facile pour les hommes de Kugler dans cette reprise après 20 jours sans avoir de rencontre due à une quarantaine prolongé et ça commence, on va dire, pas de la meilleure des manières, Valentin Wirtz, puisque Bertadja profite du rebond laissé par le gardien Karunen pour inscrire son 18e point de la saison. Un très bon show du défenseur luganais, là, en hauteur, difficile à contrôler du trafic devant le gardien Schlegel et Bertadja peut mettre le but au fond. Ce qui se passe mal, c'est qu'il y a le 2-0 assez rapidement. Laurent Meunier, Burgler, très bien servi par Butker. On était alors en situation spéciale. Une très belle triangulation, passe à travers la boîte et remise pour une déviation aux joueurs qui étaient devant la cage. Donc non, très beau jeu de la part de Lugano en powerplay. Je croyais, Stéphane, que quand on revenait de quarantaine, ça se passait toujours bien. Pas pour Berne? Oui, mais écoutez, je pense que Berne, dans l'ensemble, n'a pas joué un mauvais match, une trentaine de tirs au but. Mais encore une fois, ils ont fait preuve d'une grande inefficacité devant la cage. C'est la pire équipe dans la Ligue devant le but adverse, à peu près 6 % de réussite. La moyenne n'est pas énorme cette année, c'est 8,3 par équipe avant le match de ce soir, mais 6 %, c'est une équipe qui génère quand même pas mal d'attaques, mais qui finit pas. Cette année, il n'y a personne, il n'y a pas de sniper, il n'y a personne qui finit vraiment devant la cage. Et on l'a vu encore ce soir, Schlegel a disputé un bon match. Mais Berne n'a pas démérité, même si ce n'est pas du grand CP Berne des grandes années. Quand tu n'arrives pas à marquer un but, c'est dur de gagner un match. Pourtant, quand on repart, Laurent, comme ça, après cette longue quarantaine, on a envie de faire une deuxième partie de saison différente. On n'a pas réussi à franchir un step supplémentaire pour aller recommencer par une victoire. Non, je pense que c'est sûr qu'ils ont envie. D'ailleurs, je pense qu'ils ont fait un bon match. Après, il faut avoir les moyens. Et j'ai l'impression que cette année, avec 2 étrangers sur le champ, plus le gardien, il leur faut un sniper, il leur faut quelqu'un qui puisse créer un peu plus d'offensif. Et cette année, ils sont en manque de ça. Bon, ils ont été chercher Olofsson comme étranger. Il y en avait 3 ce soir. Britton, Dustin Jeffrey et Olofsson jouent ensemble. Olofsson, pour l'instant, avec Britton, ça faisait 4, mais c'est vrai que sur le jeu, on est allé chercher cet étranger-là. Moi, je pense qu'à Berne, on aurait pu être plus patient parce qu'il y a des joueurs à NHL qui sont disponibles. Il y avait les camps d'entraînement d'NHL. On était un peu sur la panique pour aller chercher un étranger. On a pris sur Olofsson, qui était sur le point de signer Ambry, ce gars-là. Puis au dernier moment, l'agent a fait des téléphones, puis on a doublé la mise. On n'a pas doublé la mise, mais on a mis un petit peu plus de pesetas à Berne, donc il est allé du côté de Berne. Si on avait attendu un petit peu, plein de gars d'NHL qui n'ont pas de contrat, là. Plein de gars qui étaient à des camps qui sont... Avec un petit peu plus de patience, peut-être qu'on aurait pu aller chercher un étranger d'un niveau supérieur. Mais on voulait absolument un joueur. Ça pressait. Est-ce qu'on est en panique du côté de Berne et qu'on n'en a peut-être pas l'habitude sur toutes ces dernières années, Valentin, dans l'attitude, dans ce que dit Stéphane? Ces dernières années, ça a été une saison titre, une saison play-out. Ça fait quand même quelques années que ça dure à Berne où c'est un peu du up and down. Là, ils avaient le temps, ils pouvaient être patients. Ils étaient de toute façon 2 semaines en quarantaine, donc ils avaient le temps de voir ce qui se passait aux États-Unis. Maintenant, voilà, c'est des choix qui sont faits d'une certaine manière. On sait qu'il y a un nouveau directeur des administrations qui va arriver. Est-ce qu'il va déjà mettre son grain de sable cette année? Normalement pas.
Théoriquement pas, mais voilà. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il a le droit de réfléchir. Personne ne peut l'empêcher de réfléchir. Voilà. Il a le droit de parler à des copains. Il a le droit d'envoyer des emails. Allez Laurent, moi je dis que Schlegel a blanchi une 5e fois cette saison. Et Schlegel, il a pourtant été battu une fois dans ce match. Suivez-moi, parce qu'il a été aidé par son défenseur Romain Leffel, pour ne pas le nommer, là, qui vient à sa rescousse avec ce sauvetage sur la ligne. Quand ça veut pas pour Berne. Ouf. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un sauvetage parfait sur la ligne, bien suppléé. Il pourra le remercier parce que ça lui fait un petit blanchissage. Je crois que c'est le 5e de la saison pour Schlegel. Donc là, merci. Faut mieux être chanceux que bon parfois. Hein? C'est ça. Mais voilà, donc un sauvetage. Il faut dire que ce soir à Lugano, on avait quand même Tim Heath qui était là. Il y a Riva qui est toujours blessé de la commotion. Mais on a retrouvé un peu la brigade défensive descendre parce qu'on a joué des matchs avec 2 juniors récemment. Donc, on a eu une série de défaites, mais il y avait beaucoup de blessés. On était décimés en défense du côté de Lugano à la décharge de Serge Pelletier, qui est sous pression, hein, parce qu'on entend beaucoup de trucs. Il a resserré le jeu, Serge. Victoire l'autre jour, 1-0 contre Rapperswil. Victoire 2-0 aujourd'hui contre Berne. On n'encaisse pas, on marque peu, mais ça suffit pour marquer des points importants dans le classement pour les Bianconeri. Nous, on va passer au prochain match. C'est Rapperswil-Bienne, le premier club roman engagé ce soir, était attendu en terre saint-galloise. C'était pas un match facile pour les Ceylandais, on va pas vous le cacher, hein, pour tout vous dire. Ça a commencé avec un premier tiers où les Ceylandais, Valentin Wirtz, ont été asphyxiés. Rapperswil a eu des situations en jeu de puissance et a fini par marquer à 5 contre 5 avec Marco Lehmann, ce but à la 16e minute. Ouais, magnifique but avec une belle triangulation, une passe devant le but, un shoot direct, rien à faire pour le gardien Van Pottelberg. Alors, on a souffert, hein, mais on a déjà souffert l'autre jour, Laurent Meunier, pour le HC Bienne à Ambry, mais on trouve des solutions. Est-ce que ça veut dire que le HC Bienne est en passe d'aller mieux par rapport à ce qu'il a fait en début de saison? En guérison. Moi, je pense qu'ils sont vraiment... on pourra dire merci à leur GM, je pense, parce que le déclencheur, c'est la trade, l'échange qui a eu lieu. J'ai l'impression que ça a eu un petit déclic et que... Alors, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se sont mises en place qu'on ne voit pas, mais depuis ça, les choses ont changé. Moi, je rejoins ce que tu dis, parce que si Lindgren faisait son retour au jeu après avoir manqué quelques matchs pour une suspicion de commotion, c'est Lucas Ischier, Stéphane, qui est à la passe là pour Lidbohm, qui fait du très très bon travail depuis qu'il est arrivé à Bienne. Oui, écoutez, moi je pense qu'à court terme, là maintenant, Bienne est gagnant. Bien évidemment, Lindgren est blessé, mais c'est 2 joueurs qui sont... mais ça va bien du côté de Davos aussi avec Nussbaumer, on le verra un petit peu plus tard, mais je pense que Bienne a fait... C'était du win-win. Les 2 équipes ont gagné, des joueurs qui de toute façon allaient changer d'adresse, des étrangers un peu malheureux, et tout le monde y a gagné. Et puis c'est pour ça que les échanges, parfois, les gens voient ça négativement, manque de respect, quoi que ce soit. Je pense que parfois, ça donne une bouffée d'air à tout le monde. Valentin, on aime bien la passe de Gillian Colère là, pour le but de Ramon Tanner, son 2e de la saison. Ouais, une belle vision de jeu là aussi. Il pourrait shooter, mais il remet à son coéquipier juste derrière. Une petite passe, rien à faire pour le gardien, quoi. Une passe comme ça, c'est assez facile de les mettre au fond. Je les mettrai encore, je pense. Alors, si Rapperswil n'est pas en forme en ce moment, on va quand même revenir sur le 2-2 avec les étrangers. Kevin Clark, Laurent Meunier, toujours bien placé que ce joueur pour aller égaliser. Ça. Un bon vieux renard, on dirait. On dira. Il vise le gardien. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il la met dans le dos. C'est un but intelligent, je dirais. Il vise le gardien, là. C'est exactement ce qu'il veut faire. Là. Il est sur la ligne de but, il s'est dit je me dépêche à le mettre sur le gardien pour qu'il se le mette au fond. Exactement ça, ouais. Tu disais que c'était un joueur qui n'était pas facile à jouer, Clark. Hein? Tu as joué contre lui en Allemagne. J'ai joué contre lui en Allemagne, c'était une horreur. Carrément. Ah, il était infernal, il parlait tout le temps, on avait juste envie, c'était de le... Pourtant, on lui donnerait le bon Dieu sans confession quand on le voit jouer. Peut-être il s'est calmé, il était un peu plus jeune, c'était il y a quand même presque 10 ans, hein, maintenant 7-8 ans. Ça s'agit un peu. Il s'est peut-être assagi. Mais non, il était toujours en train de piailler, là. Voilà. Bon, 2-2, qu'est-ce qu'il se passe? Prolongation et séance de tir au but. Et le HC Bienne va pouvoir revenir avec la victoire grâce à un penalty victorieux de Jason Fuchs qui donne donc 2 points au HC Bienne et un 3e succès de rang. J'ai même envie de dire un 6e succès, Valentin, en 7 matchs pour Bienne.
Ouais, Bien qui revient fort dans sa saison. Il y avait quand même eu un changement de coach en début d'année. Il y a eu ce gros trade là, il n'y a pas longtemps. Voilà, Bien montre du caractère, revient dans sa saison et est en train de petit à petit de faire son trou. Le gardien aussi, il a fallu aussi un moment d'adaptation. Donc là, il tient la baraque. Voilà. Bon, il faut dire que Bien, on ne veut rien leur enlever. Moi, je veux pas enlever de crédit. Je pense qu'on était dans les soins intensifs. On est sorti des soins intensifs. Je peux parler en termes de coronavirus, etc. Mais c'est vrai que ça va mieux. Ça semble aller mieux avec l'entraîneur. Il y a eu des changements intéressants, mais on a quand même joué des équipes. On a joué Langnau, Rapi, Ambry. Ambry, pas forcément facile à jouer, on va le voir ce soir, mais on a gagné des matchs qu'il fallait gagner. Le seul match difficile dans les 7 derniers, le seul match contre un adversaire plus redoutable, c'était Davos, on l'a perdu. Je ne veux rien enlever à Ambry. Ils n'ont pas fait d'exploit, mais ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner pour se distancer, pour sortir du bas de classement. Qu'est-ce que vont dire les supporters de Bien? Les points, ils sont faits, finalement. Non, c'est ça. Et au début de la saison, ils les perdaient, ces matchs. Exact. C'est surtout ça, où il y a du progrès. Alors, ils ne sont pas devenus la meilleure équipe du championnat. Moi, je pense que Steinegger et le coach, sur le tableau dans le vestiaire, le calendrier, ils ont vu ce stretch de match-là, puis ils se sont dit, là, c'est là que ça peut nous permettre de sortir du truc. Il y a eu cet échange. Van Potterberg, évidemment, contre des adversaires, je ne veux rien y enlever, mais contre des adversaires moins redoutables, a l'air plus intelligent. Et là, je pense que Bien est revenu l'équipe qu'on pensait que c'était. Et après, il y a une histoire de confiance. On voyait au début d'année que... ils ont eu des blessés aussi. Ils ont eu des blessés, la confiance était basse. Et là, ils sont sur une dynamique positive. Donc, il y a tout ça qui joue. Il y a Offert qui est blessé. Hein, le meilleur sniper depuis le début de l'année est blessé depuis un petit moment. On perd Offert, on récupère Brunner, finalement, Valentin. On a quand même un petit peu plus de profondeur et de possibilités pour le coach aussi. Mais effectivement, et ça commence à matcher aussi du côté de Bien. Par contre, c'est clair que ce n'est pas une des 4 meilleures cylindrées du championnat. Donc... Pas encore. On va pas aller trop vite. Il peut se passer beaucoup de choses dans cette saison. Je vous le dis. On prend nos précautions parce que sinon c'est enregistré et puis on va vous ressortir ça. Allez, une réaction à l'issue de cette rencontre, celle du capitaine, non plus au grand cœur, mais c'est le nouveau capitaine du HC Bien, Kevin Fay. Kevin Fay, quel est votre sentiment ce soir après cette victoire au pénalty à Rapperswil? C'est 2 points de gagnés, 1 point de perdu? Non, je pense que c'est toujours bien de gagner à l'extérieur. À Rapperswil, là, je pense qu'on a su faire des points dans les derniers matchs. On a pu remonter le score après d'être mené à 0 à Rapperswil, c'est pas rien non plus. Après, je pense qu'il y a eu des occasions les deux côtés. Je pense que nous, on aurait peut-être pu décider le match avant, mais on les prend les 2 points et puis on est content d'avoir gagné au tir au but. En début de saison, la défense du HC Bien est un peu critiquée avec beaucoup de buts reçus. Là, depuis une dizaine de matchs, ça va beaucoup mieux. Et puis ce soir, seulement 2 buts reçus, encore une fois. Oui, mais je pense même ce soir, les buts qu'on a reçus, c'est un peu des cadeaux qu'on donne quand même. On peut éviter. Après, c'est clair, si on peut jouer à 1 voire 2 buts, je pense que c'est toujours une occasion de gagner le match. Si on peut réduire le score à ça, je pense chaque soir, les gardiens nous donnent une chance de gagner. Puis c'est ce qu'on avait la peine au début de saison, mais on a bien ajusté des petites choses, on a plus de confiance. Et puis quand on a plus de confiance, on travaille plus. Puis quand on travaille plus, le puck tombe un peu plus sans côté qu'avant. Merci beaucoup, Kevin Fay. Merci aussi. Au revoir. C'est vrai qu'on doit donner du crédit, messieurs, à la défense aussi. Stéphane, on a changé des choses. Le gardien a peut-être progressé. Il s'est adapté à son nouvel environnement. La défense a trouvé sa place. Le système du nouvel entraîneur, ça a pris du temps, tout ça. Il ne faut pas le mettre de côté. Écoutez, je vous rappellerai qu'on a engagé Sven Leuenberger parce qu'il allait garder le même système. Sven, c'est la GM à Zurich, évidemment. Lars Leuenberger. On l'a engagé parce qu'il allait travailler de la même façon que Tormainen, dans la continuité, même système. On ne change rien. C'est pas ça qu'il a fait, le garçon. On le rappelle, au début de l'année, il a changé le système. Il joue du 1-3-1, il joue beaucoup plus agressif. Et finalement, au début, les joueurs ont été perturbés. Il faut dire qu'il y avait des tensions. On peut l'avouer maintenant avec Rayala, avec Pouliot, avec Nussbaumer. La Glenbaum, c'était pas facile avec Kratgab. Finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre un petit peu. Il y a eu cet échange. Là, tout le monde retrouve le sourire. Tout le monde se remet à faire des points. On a profité de ce qui se passe dans le calendrier. Quand on gagne, c'est aussi plus facile d'effacer un petit peu les tensions dans le vestiaire, Laurent. Oui, tout à fait. Après, je pense que si Bien veut vraiment performer comme les années précédentes, ils ont besoin que Tony Rayala redevienne ce qu'il était. C'est vrai que cette année... Moi, je le trouve encore assez moyen par rapport à son niveau, on va dire. Mais allez, on est d'accord avec tout ce que l'on a dit sur le HC Bien qui a quand même réussi à gagner ce match à Rapperswil ce soir pour continuer sur la bonne vague du moment. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à vraiment voir 13 buts
de suite. Allez, on va presque vous les enfiler à l'appel parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui dans le match au sommet. On se réjouissait de vous le montrer dans Backcheck. On pensait peut-être pas qu'il y aurait cette tournure. Et ça a été complètement fou à la Bossard Arena. Ça commence par un festival, Valentin Wirtz, de l'équipe de l'FA Zug. 1-0, 23 secondes de jeu. 3 minutes, 2-0, Simeone, le premier buteur, Zender, le deuxième, Simeone. Changement de gardien avec Fueller qui quitte sa cage après le 2-0. Il va encaisser un mauvais but. Il y aura même le 3-0 derrière de Simeone pour le doubler. C'était le scénario catastrophe, là. Ouais, non, Zug qui commence, Zug qui commence à fond sur les chapeaux de roue. Un gardien qui se trouve quand même sur celui-ci déjà. On le change rapidement et tout d'un coup, tout change. Et Zurich revient dans la partie, arrive même à faire les 2 points en fin de partie. Alors les deux équipes s'étaient affrontées l'autre jour. 2-1, victoire, on va dire, étriquée de Zug. Zurich n'était pas loin de gagner ce match. Là, en début de match, c'est pas le même scénario. Zug, alors, Ça, Zug chez eux, au début, ils attaquent très très fort. Ils sont capables, ils avaient attaqué fort aussi, si je me souviens bien, contre Fribourg. Ils attaquent toujours pied au plancher. Et là, bon, il y avait 3-0 en pas longtemps. Donc on s'était dit, bon, le match, il est plié. Mais on va voir tout ça. Hein. D'abord, le 3-0. C'est vrai que Stéphane, Zug à domicile, c'est très fort. C'est désormais 12 victoires, 3 défaites. Ça fait 5 succès de suite à la maison. Ça aurait pu faire 8 succès s'ils arrivaient à gagner aujourd'hui. Je pense qu'on peut sortir toutes les statistiques, puis sont belles à Zug, hein, parce que le nombre de défaites, offensivement, défensivement, power play, il y a des joueurs qui marquent des buts, l'attaque est répartie sur plusieurs joueurs. Et voilà, là, sur cette séquence-là, j'ai pas aimé Flueller. Vous avez vu le deuxième but et le troisième but. Là, le troisième but, il est déporté. Le deuxième ça but, c'est Weber, le troisième. C'est Ludo. Ouais, c'est Ludo déjà, le troisième, pardon. Et je pense, Flueller, je pensais qu'il avait changé après 3. Mais Flueller, il l'échappe entre les jambes le deuxième. Mais Flueller, il ne fait pas une grande saison non plus. Hein. Ça fait 2-3 fois qu'on le voit chancelant un petit peu. Ça, c'est une occasion pour Ludo Weber. Bon, qu'est-ce qui aurait pu amener un avertissement finalement aux Zugois après le fait de mener presque trop facilement 3-0, 3 buts sur 4-5 lancés hein, dans ce début de match? C'est cette action de Lino Marchini qui, on le sait, aime bien le foot, Valentin Wirtz, mais il n'était pas loin de nous concocter l'autogol de l'année là. Ouais, il a essayé de... Mais il s'était maîtrisé, hein, il savait exactement ce qu'il faisait, il voulait juste mettre le puck par lui-même au-dessus. Là, il y avait un kick. Moi, je pense que c'est no goal. S'il la met au fond, no goal kick. Non, évidemment, c'est accordé. Il fait un kick contre ton but, mais c'est aussi dangereux parce que l'idée d'interdire les buts du kick, c'est pour le danger du coup de patin. Voilà. Et si tu le fais contre ton camp, ça compte. C'est quand même bizarre. Ouais. Mais c'était le clin d'œil parce que l'action aurait pu être quand même cocasse. Aurait peut-être pu relancer Zurich parce que derrière, il y aurait bien le 4-0. Zugois, Nick Shaw, Laurent Meunier, le dernier venu, là, qui participe aussi à la fête de tir. C'est la 25e minute de jeu. Hein. Ouais, exactement. Et là, sur cette action, c'est un powerplay, mais une entrée à zone trop facile, on va dire, contre Zurich, où vraiment, là, on se dit, bon ils ont un petit peu abandonné le gardien. Là. Vous avez vu le joueur de Zurich qui fait demi-tour au lieu de suivre Shaw au but. C'est André Ghetto, je pense, qui tourne puis s'en va. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a des absences défensives aussi du côté Zugois. Hollenstein en profite pleinement pour commencer à lancer sa petite soirée. Hein, ce soir, vous allez voir. Il est l'auteur du 4-1. À ce moment-là, Valentin, on ne pense pas forcément que c'est le but, on va dire, de la relance hein, pour Zurich, parce que derrière, après ce 4-1, 34 secondes après, c'est bien Zug qui va remettre un pion supplémentaire. On se dit que ce but, finalement, il ne sert à pas grand-chose. Non, effectivement, 5-1 à Zug. Zug, une des meilleures défensives du pays. On se dit que la messe est dite ce soir et qu'il va y avoir une hécatombe de l'escarcelle zurichoise. Mais Zurich a fait comme 2 matchs ce soir, une première partie de match où ils n'étaient pas du tout là. On voyait les Zugois qui marquent des buts comme à l'entraînement et tout d'un coup, c'est Zurich qui tourne le match. Ça a fait la crêpe, comme Alex Burkhalter dit souvent. C'est bien dit. Hein? C'est bien dit. Ça fait comme ça. C'est parfait. On est à la 30e minute de jeu. Il y a 6 buts qui sont inscrits. Je vous ai dit qu'il y en avait 13 au total. Donc, on va se faire un grand plaisir de vous diffuser les 7 qui suivent. Et le début de la remontada de cette équipe des ZST Lions qui ne sont pas n'importe quelle équipe. Parce qu'il y en a peut-être une, Laurent Meunier, qui peut contredire la suprématie de Zug. C'est peut-être eux avec l'effectif qu'ils ont. Oui, effectivement. C'est sûr que sur le papier, vraiment une équipe qui peut contredire Zug, c'est Zurich. Après, moi, Zurich, je trouve qu'il manque un peu de consistance. Mais... en l'occurrence, sur ce but, je trouve que Giannoni est un peu faible. Il prend sous le bras.
On verra après les autres buts, mais peut-être qu'il aurait... Je ne l'ai pas trouvé très très bon sur la deuxième partie du match pour Giannoni. Peut-être qu'il aurait fallu le changer. Alors, on va voir les autres buts encaissés par Giannoni. En attendant, c'est bien encore Zouk derrière hein, qui répond du tac au tac. Grégory Hoffman y va aussi hein, pour soigner ses statistiques personnelles. Mais là, c'est le moment finalement choisi, hein, cette 33e minute de jeu où ça va amener vraiment le début de la remontée des Zurichois. Parce que Zouk, derrière, ça c'est mon analyse, Valentin Wirth, je veux bien entendre la vôtre, mais a presque pensé qu'ils avaient fait le plus dur et se sont arrêtés un petit peu de jouer. Ouais, Zouk a manqué d'agressivité, a laissé jouer Zurich, où Zurich est vraiment devenu beaucoup plus fort. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même peut-être un manque de caractère défensif de la part de Zouk, où on se dit, bon, on a de l'avance, on n'a pas besoin forcément de bloquer, de faire les shoots, de faire l'effort pour garder ces 2-3 buts de la part de Zurich. Et à la fin, on se fait remonter. On profite aussi des pénalités, 5 contre 3 à ce moment-là. Hollenstein pour le triplé. Tout normal. À fait. 53, un one-timer. Bon, je pense que Giannoni, dans un bon soir, il l'a celle-là. Ouais. Et il lui passe sous la botte. Même le but d'avant, on voit André Ghetto qui fait un shoot flottant. Il ne voit pas le départ du palais, mais... définitivement pas un bon but, là. Non. C'était pas son meilleur soir. Il est tellement bon d'habitude qu'on en s'attend plus. Mais c'est vrai qu'il a... En l'occurrence, ce soir, il n'a pas aidé son équipe. Alors, avant de voir ce qui va se passer dans ces dernières minutes, Stéphane, il y a eu une charge de 2 + 10 minutes contre Jan Kovar pour une charge à la bande qui peut-être surprendre quand on la voit et qu'on la décortique avec son analyse. Vous allez voir que c'est Kovar, c'est le top scorer là, qui va bousculer André Ghetto. S'il le bouscule, c'est même pas une charge. S'il le pousse finalement, ils sont presque arrêtés les deux. Et André Ghetto tombe mal, il tombe sur les fesses et puis il se tape un peu la tête contre la bande. Regardez ici, est-ce que c'est une charge déjà? Alors, je vous laisse juger. Mon ami Daniel Stricker qui arbitrait là ce soir, je pense qu'on a pénalisé plus la conséquence qu'autre chose. On a donné charge à la bande, donc c'est 2 + 10 automatique. Mais honnêtement, les gars, Valentin, je suis même pas sûr que c'est une... Presque donné cross-road pour André Ghetto qui manque les mains. Il est responsable de sa canne, ça c'est juste. C'est plus André Ghetto qui fait la faute que Kovar là-dessus. Là, pour moi, il perd juste l'équilibre. Ça peut être impressionnant. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien de spécial parce que Kovar ne vient pas du tout pour il n'avait pas la rondelle, peut-être. Il le pousse, mais... Voilà, c'est un geste banal. Si je pense qu'André Ghetto était vraiment pas en équilibre ou son patin accroché dans la glace, c'est pas possible autrement. Regardez ses patins. Ah oui, il y a le patin du défenseur Zouk qui le touche le pied. Ah, c'est ça. Donc, voilà pourquoi. La faute à pas de chance. Mais je pense que c'est ça. Hein? Mais il n'y a pas de... En tout cas, pas de 2 minutes là-dessus, normalement, dans une configuration... Enfin, à moins que le hockey a complètement changé. Hein. Ouais, oui, il n'a pas complètement changé. Pas toujours de la bonne façon, mais il évolue. Il n'a pas complètement changé parce que Zurich va profiter en tout cas de la pénalité. Et André Ghetto, vous allez voir qu'il s'est vite remis les idées en place parce qu'il va être l'auteur du 6-5. Alors voilà, joliment fait, hein, cette ligne Hollenstein-Bodenman. Tous les buts. Bodenman, André Ghetto est vraiment très très forte. Alors, en l'occurrence, sur ce but, ils ont donné une passe à Hollenstein, je ne crois pas qu'il en ait une. Mais par contre... On pourrait la donner à Giannoni, par contre. Mais encore Giannoni, c'est ça. Puis le deuxième but d'Hollenstein, je ne suis pas sûr que c'est lui qui l'a touché. Tout à l'heure, les gars, devant le but. On verra, mais en tout cas, il a quand même une soirée. Et là, regardez, démêlé devant le but, un bon but, aucun doute là-dessus. 7 secondes à jouer. Power play, c'est à 6 contre 3. Pourquoi tu nous le dis, Stéphane? Il y a eu 2 pénalités là, à 17 secondes de la fin, coup sur coup sur la même action. Sur la même action, 2 pénalités, 2 joueurs différents. Donc, on joue 6 contre 3. Évidemment, 6 contre 3, là, quand il y a un puck libre, il y a un surnom manifeste. C'est presque injuste, moi. Non, mais en plus, il y a une énorme faute de Rowe sur le défenseur zougois qui empêche le défenseur zougois d'aller prendre le palais. Si on revoit l'action, il fait une grosse faute. Ça serait intéressant de la revoir, juste la dernière. Donc, évidemment, à la vidéo, on est allé vérifier s'il n'y avait pas d'obstruction sur le gardien, mais c'est vrai que... Ah non, il y a une grosse faute de Rowe on va la remontrer. Sur le défenseur zougois. Tu devrais faire arbitre, toi, tu es encore jeune. Je pense que tu as de l'avenir.
On suit le numéro 9. Ouais, Regardez là. Regarde, il lui bloque la crosse. Ah, il le fait tomber. Il y a une grosse faute. Hein. Une grosse canne dans les patins là, que les arbitres n'ont pas pu finalement contredire. On en a dans la vidéo, Stéphane. Ouais, parce qu'ils sont concentrés sur le palais. C'est ça. Là, personne n'a pensé à une faute. Quelqu'un, regardez, Là, c'est Rowe, regardez. Ben ouais. Et alors que le palais est libre, il peut le prendre, le défenseur. Il fait tomber Diaz. Donc, honnêtement, ça, c'est la pénalité. L'arbitre qui est à côté du but, il se concentre sur le regarder. Ah oui. Donc là, c'est l'arbitre qui est au milieu qui doit la prendre. Je vais sûrement lui parler ce soir ou demain. On va discuter de ça. C'est mon ami Daniel Stricker. J'ai fait beaucoup de matchs avec lui. Là, l'arbitre qui est à côté du but, il se concentre sur ce qui se passe, lui. Il se concentre sur le puck et c'est celui qui est en zone neutre qui doit regarder ce qui se passe. Les joueurs qui rentrent, des cross-checks éventuels et tout. Mais là, t'as là. Mais je te dis, arbitre. Non, mais après, parce que je sais que moi, je le faisais tout le temps. C'est ça. Mais tu sais que tout le monde est concentré. Il y a tellement, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, je tente ma chance. À 7 secondes de la fin, je prends une pénalité, je bloque. Je fais un croche-patte, je fais tomber quelqu'un, je balaye. Voilà. Et les arbitres, ils ciblent jamais à si peu de la fin. Tu crois que les arbitres sont comme ça? Non, souvent ils sont concentrés sur le pas. Il y a tellement de choses, il y a des fautes de partout, de toute façon. La spéciale Laurent Meunier. Il ne faut pas oublier de donner le nom du buteur, quand même. C'est Ryan Lash qui disputait son premier match avec le maillot zurichois ce soir, qui se fait l'auteur quand même du but important. Et maintenant, on est en prolongation. Et là, c'est Zurich qui, après avoir joué à 4 contre 3, va finir par trouver la faille avec ce lancer. Où là encore, Giannoni est peut-être pas tout blanc. Le puck doit être touché, Valentin. Bon, le puck est dévié, il y a du trafic devant lui avec deux joueurs, le défenseur et le joueur zurichois. Moins que sur les autres buts, Giannoni, mais j'ai l'impression qu'il est touché même très haut. Hein. Mais je crois qu'il est touché au départ par le patin, peut-être l'impression qu'il est touché par le top scorer de Zug, qui change la trajectoire du palais. Peut-être, mais on voit devant. Il y a beaucoup de choses à regarder dans ce match. Non, mais Giannoni, aujourd'hui, le puck ne le touchait pas, quoi. Bon, Zurich, je suis d'accord avec toi, sur 2-3 buts, je pense qu'il aimerait avoir le puck. Mais 46 shoots quand même pour Zurich, 23 par Zug. Zug avait marqué 6 buts après 16 shoots seulement. Ah ouais, non, mais je pense que pour Zug, c'était même. Ils ont été tellement opportunistes qu'ils se sont dit, ça va être une soirée facile. Et petit à petit, quand nous, les mouches ont changé d'âne, et là, c'était dur à se remettre dedans, quoi. On a fini par coincer. Finalement, donc la belle série de 7 victoires consécutives pour Zug s'arrête et Zurich, qui est plutôt sur une victoire, une défaite là depuis le début de l'année 2021, remet finalement l'église au milieu du village après avoir perdu ce duel au sommet vendredi déjà entre les deux clubs. On va pouvoir passer à ce qui a été notre match studio aujourd'hui, Lausanne contre Ambry. Là, c'est un autre rythme, une autre tension qu'il y a eu. Pourtant, ça avait très bien commencé pour les Lausannois qui avaient multiplié les occasions et qui avaient ouvert le score dans cette rencontre, Valentin, par l'intermédiaire de qui est l'auteur du but. Ça doit être Gibbons sur assist de Genadzi. Ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre à dévier. Déviation de Gibbons sur ce petit shoot de Genadzi qui fait tomber le puck devant le gardien adverse. Voilà, Lausanne qui mène 1-0, on se dit que ça va être une soirée assez facile pour eux, mais en fait pas du tout. Enfin, les actions, il y en a eu. Il y en a eu dans le premier tiers, il y en a eu un petit peu moins par la suite, mais après 20 minutes, Laurent Meunier, Lausanne doit rentrer au vestiaire tranquille. Oui, normalement, c'est dans une bonne soirée, c'est ce qui se passe. Ils ont eu des occasions, ils sont rentrés. Ambry était un peu fébrile, surtout qu'ils avaient fait 6-0. Donc, le dernier match, vendredi dernier, je crois, contre Lausanne. Donc, ils se sont dit, on va éviter de se prendre une valise ce soir. Et au final, ils ont tenu. Et ils ont tenu ce 1-0 au premier tiers. Et petit à petit, ils ont pris confiance. Et après, le match, il n'était pas facile pour Lausanne. Surtout qu'il y a une scène qui n'est pas anodine, finalement, dans l'histoire de ce match, Stéphane. C'est ce qui se passe à la 19e minute de jeu. C'est les arbitres qui vont renvoyer au vestiaire Marc Barberio, le capitaine, pour un slashing devant son gardien. Ouais, bon, je veux dire tout de suite, moi, je pense que c'est une bonne décision qui peut paraître sévère, mais c'est un geste, c'est un coup de canne à 2 mains sur le bras de Novotny. Ça peut être dangereux. Les anciens joueurs ici, ils disent que c'est un peu sévère, que les slash, ça fait partie du hockey. Moi, l'ancien arbitre, je dis, il faut le donner. On pourra en discuter après, mais regardez bien, on va aller sur la tablette. C'est assez évident pour moi. Le geste est évident. Après ça, 5 minutes ou 2, à vous de juger. C'est Barberio ici qui va slasher Novotny à 2 mains. Regardez bien. Boum. Et là, on voit clairement que la canne arrive à la hauteur des mains. Tac. Là, si vous tracez la trajectoire, la canne, elle est ici. Là. Elle arrive vraiment à la hauteur des mains. C'est un geste qui est assez violent. On va le voir de l'autre angle. On va le regarder. On va le ralentir. Regardez. Boum. Tac. Directement sur l'avant-bras.
On va essayer de le tracer ici. C'est quand même... À aucun moment, il joue le puck. Il veut vraiment lui bloquer les mains. Il le slash à la hauteur des poignets. Il le chope au-dessus du gant, entre le gant et la coudière, probablement. Vous allez voir Novotny qui secoue son bras. Et l'arbitre, lui, on va regarder. L'arbitre, il a cet angle-là. Il a très bien vu l'action. Il voit surtout le joueur qui secoue le bras. Et alors, l'arbitre, lui, c'était clairement un slash. Il n'y a aucune discussion. Après ça, 2 minutes ou 5 minutes. Si c'est assez violent ou dangereux, c'est l'appréciation de l'arbitre, c'est du jugement. Moi, je pense que c'est des gestes qui, à l'époque, passaient. Maintenant, sont très dangereux. On peut casser un bras, casser un doigt. Il est careless for the... Il va no regards for the puck, qu'on dit en anglais. Il ne s'occupe pas de la rondelle. Il peut le slasher, mais à la hauteur de la canne en bas pour bloquer sa canne. Moi, je pense que c'est une bonne décision, les gars. Sévère? Trop sévère? Pas assez sévère? Après, c'est à voir si cette ligne-là va être tenue toute la saison. Parce que pour moi, si une fois c'est 5 minutes et la fois d'après c'est que 2 minutes, ça ne joue plus. Si on regarde il y a quelques années en arrière, on limait nos cannes pour vraiment faire mal et faire saigner les joueurs. Il limait les cannes. Vous avez entendu tout le monde, il limait les cannes pour faire mal le plus possible. Là, les bagarreurs à NHL qui limaient les casques ici, quand ils recevaient un coup de poing, ça ouvrait les doigts. Et ils faisaient des encoches dans leur casque, les bagarreurs dans l'échelle. Quand les gars tapaient sur le casque, ça les coupait. Tu faisais ça aussi, toi? Limais la palette. Tu limais le bout de la palette. Ça pourrait être utile. Lui, c'est en fin de match qui donnait tous les coups. C'est un bel exemple. Bouchez les oreilles de vos enfants s'ils sont encore debout. Laurent, j'aimerais quand même entendre ton avis sur cette pénalité. Moi, je trouve que c'est sévère. 2 minutes, c'est ce qu'il devait... Il y en a beaucoup de slash comme ça. Moi, je pense 2 minutes, ça suffisait. Et voilà. Bon, Laurent, demain, s'il y a une enquête, il y a suspension, je t'appelle. Ouais, pas de problème. On n'est pas au bout de nos surprises. Hein? Attention, la guerre des coqs est lancée. Allez, on n'aura pas de but sur ces 5 minutes de supériorité numérique pour Ambry, mais c'est bien les Levantins qui vont finir par égaliser parce que Lausanne a dominé, mais n'a pas marqué ce but du confort. Et à défaut, c'est toujours cette histoire qui revient, Valentin, c'est que c'est l'adversaire qui en profite. Oui, effectivement, un jeu un peu soft de la part de Lausanne. Là, on voit Malguin quand il se retourne, au lieu vraiment de sortir le puck fort par la bande, quitte à avoir un icing, un peu soft, il ne chippe pas le puck dehors et Costner peut vraiment ajuster la lucarne de Stéphane. Après, le match devient quand même assez intéressant parce que Ambry est monté en puissance, Laurent Meunier. Lausanne a encore essayé. Et Ambry était peut-être même un petit peu meilleur dans le jeu sur 65 minutes, on va dire. Ça se joue finalement à la séance de tir au but, ça ne tient pas à grand-chose, mais Ambry a fait quand même une solide prestation par rapport à ses dernières sorties. Oui, exactement. Ambry a été bon par rapport à ce qu'il fait, mais par contre, Lausanne a été quand même supérieur sur ce match. Ils ont quand même beaucoup dominé. Après, Ambry a fait du Ambry. Ils ont joué avec leurs armes. Ils ont bien défendu comme ils pouvaient. Moi, j'ai trouvé Benji Kontz très bon dans la cage, en place. Et donc, c'est un bon point pour eux. On prend déjà le point et finalement, les 2 points, Stéphane, reviennent à Lausanne avec ce penalty, le dernier victorieux de Corey Emerton. Ouais, le tir était parfait. Regardez, il le croise en plus. Hein. Il est gaucher, il le croise en général. C'est rare qu'on va côté opposé comme ça. Mais Benji Kontz, c'est une patte gauche, comme on dit. Là. Il est à l'envers. Avec Benji Kontz, il va du côté du bloqueur. Le tir est parfait. Corey Emerton, le chapeau, il va chercher un point supplémentaire à Lausanne. Moi, je pense que Lausanne, sur l'ensemble du match, a été la meilleure équipe. Mais Ambry a été très valeureux, a boxé out toute la soirée. Ils ont été chiants, accrocheux, etc. Toujours à la limite de la légalité. Ils ont fait du Ambry, ils ont suivi Lausanne à la culotte et puis ils ont été très, très valeureux. Et René Matt nous le disait en avant-match, si on ne joue pas comme ça, c'est notre ADN. Si on ne joue pas comme ça, avec le talent qu'on a, on n'a aucune chance de gagner. Alors, ce soir, ils ont accroché un point avec beaucoup d'abnégation, de travail, etc., etc. Si on revient à Lausanne, Valentin Wirtz, on faisait le bilan avant le match de ce soir qui était déjà satisfaisant selon les propos qu'il y avait eu en studio. Après 3 matchs en 5 jours, ça fait 5 points sur 9. Bilan comptable est bon. Dans le jeu, je pense que Lausanne doit s'améliorer, reprendre un peu de jus. Je pense que ce soir, ils en manquaient un peu, ce qui est compréhensible après autant de jours sans jouer. On a une réaction à l'issue de cette rencontre. Il a été l'auteur du lancer qui a été dévié par Gibbons. Vous avez bien compris, c'est Joël Genadzi. Joël Genadzi, c'est une victoire. J'imagine qu'on a connu une victoire plus glorieuse que ce soir. Ouais, bon, c'est jamais facile contre Ambry. Hein. Il faut leur donner du crédit. Ils travaillent dur. Et si tu ne marques pas les chances que tu as, c'est difficile jusqu'à la fin du match. Et puis, ouais, ils jouent bien, il faut les respecter. Ils jouent dur, ils travaillent tout le match. Et puis si toi tu ne travailles pas dur, tu n'as aucune chance. Donc là, c'est à nous de
matcher l'intensité. Et puis à la fin, c'est à nous de marquer les buts, surtout en powerplay qu'on n'a pas réussi. Et puis, ouais, on peut être même content des 2 points, je dirais. C'est peut-être dans le premier tiers-temps que ce match, vous auriez pu le tuer en marquant 2-3 buts. Puis après, ça a été plus compliqué. Dur d'enchaîner les tiers-temps, les matchs aussi, avec le retour de quarantaine. C'est une explication? Ouais, on n'aime pas trop les excuses, mais c'est clair que si tu ne marques pas les buts au début, ça sera plus difficile après. Mais comme j'ai dit, Benji Kountsi joue bien. Puis après, c'est à nous de faire la différence au powerplay. On n'a pas réussi. Est-ce qu'un 3e match, après une quarantaine, c'est pas plus compliqué encore que le premier, tout simplement? Bon, on ne sait pas, on n'a jamais vraiment eu l'expérience, mais je dirais le match à Davos, il était vraiment dur au niveau d'énergie, mais ce soir, c'était pas ça le cas qui fait la différence. Merci bien. Ouais, merci. On ne va pas se ranger, en tout cas, derrière la quarantaine comme excuse, comme le dit Joël Genazi, Stéphane. Et Lausanne confirme qu'il joue le haut. Ce qui fait peut-être la petite différence ce soir, c'est ce petit plus, peut-être ce petit plus de confiance et la loterie des tirs au but. Ça ne tient pas à grand-chose. C'est quand même une bonne équipe sur le papier. Vous regardez, vous discutez à travers la Ligue, vous parlez aux entraîneurs. Lausanne revient comme probablement la meilleure équipe défensive, d'équipe de défenseurs de la Ligue. Bon gardien, on a des fines gâchettes à l'attaque. On a un gars comme Gibbons qui n'est pas spectaculaire, mais qui est très efficace. On a beaucoup de bonnes choses. Malguin. C'est ça. Lausanne reste quand même une des top équipes de cette Ligue, je pense, avec Zug et Zurich. Je pense que c'est les 3 meilleures équipes, sans doute. Et puis, même dans ça, c'est un genre de match l'année passée où ils n'auraient pas fait de points, Lausanne. C'est ces genres de matchs-là, voilà. Ambry valeureux, mais Lausanne quand même plus talentueux, puis réussit à sortir avec 2 points. Voilà. Allez, on a un match des extrêmes pour terminer entre Langnau qui compte sur 4 défaites et une équipe de Davos qui surfe pour l'instant sur la vague des succès. 5 à la suite pour les hommes de Christian Volvend et Alelfis. Aujourd'hui, c'est bien les Davosiens qui vont ouvrir le score en premier avec Aaron Palouchaï là, qui s'en va seul. Les défenseurs sont en retard et terminent parfaitement le travail pour ouvrir le score. C'était la 12e minute de jeu. Et là, c'est une mauvaise passe et un mauvais contrôle à la bleue qui amène tout ça, Valentin. Ouais, je pense que c'est la glace qui a mal été faite par la sulfateuse juste avant. Le défenseur, voilà, le puck saute. Malheureux pour lui, le puck saute juste au-dessus de sa canne. Ça permet à Palouchaï de partir seul au goal. Alors, Laurent Meunier, je veux vous voir. Vous n'avez peut-être pas vu le but. Il y en a eu beaucoup ce soir. On a essayé de tout suivre. Mais le gardien de Davos, sur l'égalisation du 1 partout, va pas très bien paraître. Vous allez voir, il est rapidement au sol. Et ensuite, il va essayer de faire un sauve qu'il peut. Mais il va finir par encaisser un tir d'Anthony Hugner. Regardez-le là. Et on patauge. Et on essaye de se relever. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça ne fonctionne pas. Et ça finit au fond. On n'a pas tout vu, on revient au plateau, mais on va le revoir au ralenti. Gachet qui était bon comme ça. C'est moche pour lui parce qu'on voit vraiment qu'il essaye de se battre. Il y a tellement de joueurs devant lui, il ne voit plus rien. Et après, tout le monde s'en va. Ça, c'est extraordinaire. Et lui, il est toujours par terre. On s'écarte là, on a eu peur. Mais derrière, c'est Valentin Nussbaumer qui profite de ce transfert à Davos pour marquer son 3e but. Déjà très bien servi là par André Sambul pour le 2-1. Un changement qu'on disait win-win pour les 2 équipes, Laurent Meunier. Qui fonctionne bien, surtout pour Valentin Nussbaumer en ce moment. Ah, exactement, beau but, mais surtout encore en bulle, qui fait le jeu qu'il faut. Il fixe le gardien avec une petite feinte de shoot et il la dépose sur la crosse de son coéquipier. J'adore ce joueur en bulle et il fait une super saison cette année. Ouais, tu as presque 2 points par match sur ces dernières sorties. C'est normal à son âge. Il est incroyable. Il connaît sa meilleure saison en carrière. Sa meilleure saison en carrière, c'est 41 points, 50 matchs. Il en est déjà à 30. Je pense qu'il y a 2 points ce soir. Ça fait 33 à peu près, 32, 33, 34. Donc il s'en va vers sa meilleure. C'est de loin. Là, on vient juste de passer la mi-saison, messieurs. De loin. Bon, on n'a pas terminé parce qu'à ce moment-là, Davos mène 2-1, mais il y aura l'égalisation de Langnau par un homme qui en avait peut-être grandement besoin. C'est le top scorer, Ben Maxwell, qui n'avait plus marqué depuis 6 matchs, plus aucun point. Et on va le voir là sur le powerplay, marquer le 2-2 à 42e et être félicité par ses coéquipiers. Ça fait du bien quand on est casque jaune de retrouver le chemin du but. Ouais, c'est bon pour sa confiance. C'est peut-être pas le joueur le plus spectaculaire, le plus gros buteur de la Ligue, mais il a quand même le casque jaune sur la tête. Et là, il le met très très bien au premier poteau. Il déjoue le gardien, vraiment un petit bacon au premier poteau. But maintenant à 4 contre 5 pour le 3-2. Langnau qui prend les commandes pour la première fois. C'est Julian Schmutz, un futur Davosien qui marque ce but, Laurent, pour le 3-2.
Effectivement, ça arrive souvent, ça, quand les transferts sont annoncés, que les joueurs marquent contre leur future équipe. Mais le gardien de Davos ne paraît pas très bien sur 2-3 buts aujourd'hui. Non, c'était pas son meilleur match. 39 shoots quand même. Hein, Langnaud a tiré 39 fois sur Davos. C'était pas le meilleur match de Davos. C'est une équipe défensivement qui en arrache. Mais pour qui les choses vont plutôt bien ces temps, puisqu'il ne tournait pas en début de saison, vous le voyez. Hein? Quand ça va bien, ça va bien. C'est en but, il a fait exprès de lober le gardien. Là. Mais Punenov, il est allé où, Valentin? Au champignon, là, sur sa relance? Il a essayé quelque chose, mais bon, après... Voilà, Ambul essaie de mettre le puck. Loupe complètement son shoot, le puck passe 2 mètres, 2-3 mètres à côté du goal, touche la canne et il lobe encore le gardien. C'est même pas qu'elle est déviée entre ses jambes, c'est qu'elle passe encore par-dessus. C'est de l'expérience, messieurs, ça, non? Ouais, alors là... On a marqué beaucoup des comme ça aussi. J'aurais voulu lâcher ça, c'est des buts qui font plaisir. Ça va bien. Côté de Davos, là, il y a tout qui... Il y a tout qui fonctionne parce qu'on égalise dans les dernières minutes et ensuite on va aller chercher la victoire en prolongation avec un missile de Nygren que Sébastien Schilt va avoir le malheur de repousser. Là, vous voyez, on est en powerplay une nouvelle fois et derrière, on peut terminer le travail. C'est Corvi qui donne la victoire aux siens. Voilà. Là aussi, on est chanceux. Regardez, tir sur réception, boum, intérieur de la cuisse de Schilt, directement sur la canne de Corvi. Le puck aurait pu bondir dans le slot ou n'importe quoi ailleurs, directement sur la canne de Corvi qui est droitier. Et ouais, quand ça va bien, là, Davos, il y a tout qui tourne dans l'or. C'est assez incroyable. Et Langnaud qui est mal payé. Et là, le coach est très fâché. Je sais pourquoi, parce qu'il y a eu il y a une pénalité à Langnaud, mais il aurait dû avoir une pénalité sifflée contre Davos pour une cross-out. Un joueur qui a été touché au visage, clairement. Les arbitres n'ont pas sifflé, ont laissé aller le jeu. Et ça a donné la supériorité numérique, ça a donné le but. Donc... Rickard est très, très fâché, je le comprends. Oui, surtout que ça fait 5 défaites maintenant pour Langnaud. C'est vrai qu'on a envie de stopper l'hémorragie. La saison est compliquée, Laurent, pour Langnaud. Mais quand on n'est pas loin de gagner un match, c'est quand même frustrant. Non, tout à fait, c'est normal, ils veulent gagner les matchs. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux cette année. Le management a vraiment laissé paraître au début de saison que ça allait être une saison où ils allaient laisser filer la saison. Donc, en tant que joueur... ils ont commencé avec leur 2e gardien, je crois, les 5 premiers matchs. Non, ça doit être dur pour eux. Surtout, en plus, quand sur des matchs comme ça, ils s'accrochent, ils peuvent aller gagner. Et en plus, il y a des décisions arbitrales qui ne sont pas en leur faveur. Alors, on vous a résumé les 5 rencontres de ce soir. On vous a montré tous les buts aussi, c'est important. Je crois qu'il y en a eu 30 en 5 matchs. Donc, c'est une très, très bonne moyenne pour le championnat de National League. On va passer aux étoiles. Avec pour commencer une performance une nouvelle fois réussie pour le gardien du HC Lugano, Niklas Schlegel, qui n'a pas encaissé pour la 5e fois de la saison. Valentin Wirtz, il aide les siens, même si Lugano ça va pas grandement fort, il aide les siens à retrouver un petit peu le sourire. Ouais, effectivement, Schlegel, un gardien qui n'a pas eu de succès la saison passée à Berne. On voit qu'à Lugano ça va nettement mieux cette saison, c'est déjà le 5e blanchissage. Voilà, un gardien en devenir. La 2e étoile pour nous, elle est l'œuvre d'un joueur qui a d'abord mis les siens sur de très bons rails. C'est Dario Simeone qui avait marqué le 2 et le 3-0. Ça aurait dû normalement, Laurent Meunier, suffire ce doublé pour permettre à Zouk de signer un 8e succès consécutif. Ça n'a pas été le cas finalement, malgré la bonne performance du joueur. Tout à fait, il fait une très belle saison et il marque encore 2 buts ce soir. Ça aurait dû normalement être nécessaire pour gagner ce match, mais il y a eu la remontada de Zurich. Donc, Et puis quand on parle de remontada, on passe forcément à notre première étoile qui vient dans cette équipe. On ne pouvait pas passer à côté. Déjà parce que c'est son 2e triplé, déjà qu'il avait marqué un quadruplé. Et je crois qu'il a 5 voire 6 points ce soir, peut-être à son crédit. Stéphane Denis Solenstein, une nouvelle fois, stratosphérique. Lui aussi fait une de ses meilleures saisons en carrière, sinon sa meilleure. Il avait été très bon à Cloton, souvenez-vous, avec Santala et Praplan, les années où le Cloton n'allait pas très bien. C'est là qu'on a été le chercher à Zurich. Il a déménagé 10 km plus loin. Et ça reste un joueur qui a été effacé dans les dernières saisons, qui n'était pas un leader, qui complétait bien cette grosse équipe de Zurich. Et cette année, c'est vraiment une locomotive pour l'équipe. Et lui, s'il y en a un qui bénéficie de l'arrivée de André Ghetto, c'est bien lui. On est d'accord. Énorme performance. Et Zurich qui s'impose donc finalement 7-6 dans ce match fou.
On va encore, avant de passer aux résultats et classements, accorder une petite discussion parce que l'augmentation du nombre de joueurs étrangers dans notre championnat continue de faire parler. Il y a eu un nouvel épisode hier avec l'association des joueurs qui est montée au front avec des vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, des vidéos de Jonas Hiller, qui en est le président de cette association, avec Romagnosi, avec Gaëtan Haas, qui donnent leur avis sur l'augmentation et la volonté de passer de 4 à 10 mercenaires sur la glace tout prochainement. Des vidéos qui ont été fortement repartagées sur les réseaux sociaux et beaucoup par des joueurs qui évoluent en National League. On vous montre un petit extrait et on en discute juste après. À 10 étrangers, je pense pas que ça va être la bonne voie. Au contraire, je pense que ça serait plutôt un pas en arrière parce que ça va prendre énormément de place aux jeunes qui, à mon avis, ont besoin d'avoir du temps de glace pour s'améliorer, pour devenir meilleur. Et dans un premier temps, dans leur équipe et ensuite sur un échelon national, à aider l'équipe nationale à être encore plus compétitive. On l'a compris, on veut prendre des joueurs qui ont une forte, on va dire, envergure. Romagnosi du côté alémanique avec Jonas Hiller. Gaëtan Haas, le nouveau joueur depuis 2 saisons de NHL, pour envoyer un message assez clair. Laurent Meunier peut comprendre? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment que les joueurs suisses, avec leur syndicat dont Hiller est le président, vraiment s'expriment et vraiment montent au front pour se défendre, quoi. En gros, pour eux, je pense que c'est une sorte d'attaque face aux joueurs suisses. Et il faut vraiment qu'ils s'unissent et qu'ils montent d'une voix et qu'ils parlent d'une voix en montrant qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne vont pas accepter ça, quoi. Mais est-ce que ce genre d'action, Valentin Wirtz, peut vraiment inverser la tendance? Parce qu'on était quand même bien parti pour l'augmenter, ce nombre d'étrangers. J'espère que ça puisse inverser la tendance. Parce que je ne pense pas que c'est une bonne solution. C'est en tout cas pas la solution qui est la meilleure à mon sens. Et effectivement, comme Laurent le dit, les joueurs doivent une fois aussi donner leur avis et essayer de faire bouger les choses dans leur sens et pas seulement pour le bénéfice des clubs. Après, je pense qu'on est juste au début, c'est juste le début. Il faut que les joueurs s'impliquent et après, il faut qu'ils rentrent dans une négociation avec les présidents de clubs. Il y a une ligue professionnelle qui s'est faite avec tous les clubs et je pense que maintenant, il va falloir qu'il y ait un rapport de force entre les joueurs et les présidents de clubs et cette ligue pro. Mais Stéphane, on avait presque quelque chose d'acquis quand on entendait les premières discussions. À force de discussions, surtout dans les médias alémaniques aussi, on en parlait énormément de cette volonté de ne pas passer à 10, voire à 8, à 10. Est-ce qu'on peut faire inverser la chose selon toi? Oui, tranquillement, parce que vous avez vu qu'au début, c'est l'unité, c'est nous qu'on va décider, c'est que des employés. On a entendu Berger dire ça, de dire c'est nous qu'on va décider qu'est-ce qu'on fait avec notre business. Et là, tout à coup, les gens se rendent compte que les fans, les médias, etc., puis ces présidents-là ou ces CEO ou ces gens qui décident, bien, ils serrent des mains, ils ont des sponsors, ils sont dans la communauté et tout. Puis là, ils sentent que le vent tourne. Donc là, vous avez vu que certains présidents puis des directeurs sportifs qui sont gentiment mis à se désister en disant non, c'est pas vraiment ça, on va voir, on va le faire gentiment. Donc les gars, c'est comme des élections. C'est des politiciens, les gars, ils ne veulent pas perdre trop de voix non plus. Donc là, on sent qu'il y a autant unifiés qu'ils étaient au départ, autant ça commence gentiment à se liquéfier parce qu'il y a cette fronde populaire. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils utilisent ça? Pourquoi on a besoin de faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour que les joueurs, 2 gars à 2 têtes d'affiche, disent c'est pas correct, on ne veut pas 10 étrangers pour XX raisons. Après, on peut parler des raisons. Mais pourquoi on est obligé de faire ça? Parce que moi, je parlais avec Klaus Stokes récemment, il dit l'association des joueurs, c'est rien, ils n'ont aucune légitimité et c'est ça le problème. C'est que là, l'équipe nationale, on pourra parler aussi une autre fois, Lars Weibel est obligé de descendre dans la Patrick Fischer-Weibel pour être entendu parce que là, la Ligue nationale s'est séparée. Tout ce qui leur reste, c'est appeler les journalistes, faire un article pour montrer qu'on est contre, pour mettre de la pression sur nos politiciens qui sont dirigeants de club. Et puis là, l'association des joueurs fait la même chose parce que, théoriquement, ils ne sont même pas invités à la table. Les présidents peuvent dire, vous ne vous invitez pas, vous n'êtes que nos employés. Alors, ils devront, une fois, reconnaître, comme tu dis, qu'il y a un rapport de force et puis que les joueurs s'unissent. Et puis je pense que Jonas Hiller, s'il voulait travailler 2 heures par semaine pour l'association des joueurs, il va falloir qu'il en mette 20.
Oui, mais 20, mais c'est un chantier peut-être le plus important pour devenir crédible pour ce syndicat, cette association des joueurs, Valentin. Ça fait des années que je pense qu'une association de joueurs devrait exister correctement, mais elle avait été refusée il y a une quinzaine d'années où ça avait été essayé d'être mis sur pied avec des avocats. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie discussion qui doit avoir lieu. Est-ce que cette association des joueurs ne devrait pas commencer à avoir vraiment du poids dans la Ligue et de créer quelque chose sur le format américain? Les joueurs devraient engager des représentants, des avocats, des gens qui devraient payer. Donc, les joueurs devraient cotiser comme une association syndicale, 0,5 du salaire ou 1 du salaire, au fond une union, finalement, puis représenter des gens, puis dire, bon, maintenant, si vous continuez cette voie-là, nous, on fait bloc, grève, appelez-le comme vous voulez. Et là, donc, un n'existe pas sans l'autre. On ne peut pas traiter les hockeyeurs comme des employés normaux qui sont remplaçables. J'ai déjà dit, ils ne sont pas remplaçables. Les patinoires sont pleines parce qu'il y a des bons joueurs de hockey. Puis on ne peut pas remplacer un bon joueur de hockey par monsieur tout le monde. Il n'y en a pas des masses, il y a une rareté. Donc les joueurs, c'est des artistes, ils ont un certain pouvoir. Et là, si eux, ils disent, ben nous, le spectacle, faites-le sans nous, il n'y a plus de spectacle. Mais les joueurs ont besoin aussi des clubs. Il doit y avoir une collaboration pour que tout le monde profite du business. On voit que ça commence à bouger, Stéphane, mais ça, c'est des joueurs qui sont à l'étranger, en NHL. Yosi, As, ça doit aussi venir des joueurs actuels en Suisse qui doivent aussi maintenant prendre la parole, finalement. Ouais, je pense que les gros joueurs en Suisse doivent prendre la parole. Ceux qui ont des contrats établis et qui ont une certaine expérience, des joueurs de l'équipe nationale, ils doivent parler, ils doivent s'exprimer, mais ils doivent le faire de façon concertée et unifiée. Ils ne peuvent pas chacun dire un peu n'importe quoi. Il faut vraiment qu'ils se réunissent, qu'ils se fassent un des meetings Zoom. Hein. C'est assez la mode en ce moment dans les entreprises. Donc, il faut qu'ils travaillent ensemble. Il faut qu'ils s'unissent, qu'ils parlent d'une même voix, du côté suisse alémanique, du côté suisse romand, pour avoir du poids. Et après, comme disait Stéphane, il faut vraiment qu'ils embauchent des gens, des avocats qui connaissent le droit et qui... Maintenant qu'il y a une ligue professionnelle, ligue nationale, c'est séparé, c'est une ligue professionnelle. Maintenant, ils peuvent demander d'être à la table pour discuter parce qu'il y a un rapport de force. Il n'y a pas de joueurs qui jouent, s'ils font une grève ou un autre moyen de pression, il y aura des problèmes. Les présidents, ils ne peuvent pas jouer sans. Vous l'avez compris, on n'est donc pas au bout de cette discussion et de cette votation qui doit avoir lieu sur l'augmentation et la volonté de passer à quasiment 10 étrangers dans notre championnat tout prochainement. On suivra bien sûr les discussions de très près pour vous tenir informés. On va résumer résultats et classement de cette soirée pour ces 5 matchs en National League avec le succès de Bienne au tir au but à Rapperswil, le succès avec blanchissage de Lugano, Davos qui s'impose dans la douleur à l'Île-Fils, Zug qui perd le match au sommet dans ce match porte ouverte 7-6 et Lausanne, on l'a suivi, notre match studio qui l'emporte au tir au but également. Zug toujours leader, ça c'est pas une surprise, Zurich derrière, ça tient, ça réduit un petit peu l'écart, Lausanne, Davos, Bienne, Genève et Lugano, maintenant très belle lutte pour cette 6e place qui commence à se mettre en place même s'il y a des matchs en moins pour certaines équipes. Et en bas, le CP Berne qui reste bloqué à 19 points et qui commence à voir la barre de très loin. On jouait en Swiss League le premier derby de l'Arc jurassien avec une victoire en prolongation du HC Ajoie qui met fin à 5 succès consécutifs du HCC. Sierre, 3e défaite de rang. Ça coince un petit peu pour les Valaisans face au GTK Lions. C'est Langenthal qui l'emporte sur la glace de Winterthur. Au classement, il n'y a pas de grand changement avec ces 3 matchs qui étaient au menu. On a quand même les 3 clubs romans qui sont sur la barre. On a tout dit. Merci à Valentin Wirtz, merci à Laurent Meunier, à Stéphane Rochette, à la régie pour la bonne tenue de cette émission. Ça a été condensé, ça a été riche. On aime ce genre de soirée et on espère en revivre tout bientôt. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.